au maximum. Alors la paracha de cette semaine, c'est la paracha Toldot. Et il y a plusieurs sujets qui m'ont vraiment interpellée. Et j'ai fait une petite lecture comme ça au début vite fait. J'ai lu quelques commentaires par-ci par-là. Et au début, je me suis dit, alors qu'est-ce que je fais? Je parle un peu chinour, je parle un peu grossesse, on a Johanna avec nous. Vraiment, c'est vraiment une paracha qui est très très riche en enseignements et très riche en questions. Et déjà dès le premier passouk, on voit que Vele Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham Olid et Yitzhak. Là, bon, pour celles qui ont suivi depuis le début, on a raconté toute l'histoire de Avraham qui a eu Yitzhak. Et du coup, on sait que Avraham, c'est le père d'Yitzhak. Pourquoi, une fois qu'on a suivi l'histoire donc de la naissance, de la Brit Mila d'Yitzhak, la fête d'allaitement, je ne sais pas si pour celles on avait parlé de ça à Rosh Hashanah, la fête de l'allaitement, après que Yitzhak il a été sevré, Avraham a fait une grande fête. Rappelez-vous de ce détail-là parce qu'on va le revoir. Et on a vu la Akedat Yitzhak, on a vu le fiançailles d'Yitzhak avec Rivka, et là maintenant, Parashat Toldot, donc après tout ça, on nous dit Vele Toldot Avraham, Yitzhak ben Avraham. Pourquoi on nous répète en fait que Yitzhak c'est le fils d'Avraham? Ça va, on l'a suivi jusque maintenant, c'est un peu une redondance, c'est un peu une répétition, alors qu'on sait que chaque mot de la Torah, la virgule près, c'est pour nous enseigner quelque chose. Ok, faut juste savoir qu'à cette époque-là, alors on sait qu'à la Kedat Yitzhak, Yitzhak avait 37 ans, et là maintenant au moment où Rivka va accoucher, il va avoir 60 ans. Ok, donc à 60 ans, on rappelle à tout le monde, coucou les amis, Yitzhak est bien le fils d'Avraham. Et là, juste après ça, on a Yitzhak qui va prier pour Rivka, pour qu'elle puisse tomber enceinte, et cette fille-là va être écoutée, et Akadosh Baruch Hu, il va faire que Rivka ne soit plus stérile, et elle va pouvoir enfanter. Voilà que Rivka est enceinte, et elle ne comprend pas ce qui se passe dans son ventre. Madame passe devant des églises, des endroits d'idolâtres, et son ventre, pam, 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 ça tape. Elle passe devant des synagogues, des yeshivot, pam, pam, pam. Elle se dit quoi, j'ai un schizophrène là dans le ventre? Ça va pas du tout. Il faut que j'aille consulter, il y a quelque chose. Donc elle va chez Shem et Ever et elle pose la question. Elle va l'idrosh et Hachem, elle va poser la question pour connaître qu'est-ce qui se passe dans son ventre. Et là, le fils de Noach, il lui dit quoi? Sache que tu as deux nations dans ton ventre. Tu en as un qui sera un tzaddik et un qui sera alors j'aime pas dire rachat parce qu'en vérité tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que Esav n'était pas un rachat. On va voir Esav, c'était quoi sa mala, c'était quoi sa grandeur. Elle a un autre peuple, on va dire. Voilà, elle a un peuple de tzaddik et un autre peuple, on va dire un autre. Donc voilà que sa grossesse, elle arrive à terme. Et première fois dans toute l'histoire de la Torah, on va nous décrire comment est sorti le bébé. Est-ce que pour Adam Arishon ou pour Noach ou pour Abraham, on a dit il est sorti les cheveux bouclés avec un petit teint rosé? Non. Ici, on va nous décrire exactement comment est né le petit. Il est né rouge. Écoutez bien. Il est né rouge, il est né roux. Et l'autre est né blanc avec un visage d'ange. Donc, du coup, on a bien le descriptif de comment il est sorti le bébé. Et là-bas, très intéressant. Barbe blanche? Non, pas barbe blanche. Midrash, très intéressant, nous dit que, en vérité, pourquoi Esav était rouge? Parce qu'il avait craqué la matrice de sa mère et qu'en fait, il avait avalé tout le sang. Donc, il était sorti rouge. Voilà, ça c'était intéressant, je l'ai vu là, en étudiant. Et du coup, on revient sur notre première question, c'est que pourquoi du coup, dans le premier passouk, on nous rappelle que Yitzhak est bien le fils d'Abraham. En vérité, parce qu'il faut savoir, à cette fête d'allaitement, là, à la fin du sevrage d'Yitzhak, lorsqu'Abraham a fait cette fête, Ishmaël, il a invité qui? Avimelech. Avimelech, c'était le roi des Pélishtim. Et il faut savoir qu'à un moment, il a pris Sarah. Et juste après, Sarah est tombée enceinte. Du coup, tous les moqueurs du village ont dit ah, en fait, c'est pas vraiment Abraham le père d'Yitzhak. C'est Avimelech. Parce que regarde, tout ce temps-là, Sarah, elle n'est pas tombée enceinte. C'est que c'est sûr que c'est pas vraiment son fils à Abraham. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem a fait un miracle.
c'est que Abraham ressemblait parfaitement à Yitzhak. Ça veut dire que c'était copier-coller des jumeaux. D'ailleurs, Abraham, ça va être le premier qui va avoir des signes de vieillesse. Abraham Zaken Babayamin. C'est la première fois qu'on voit un Zaken, un vieux. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Hachem, regarde, moi quand je sors dans la rue avec Yitzhak, on pense qu'on a le même âge et on ne nous donne pas de respect. Donc Akadosh Baruch Hu, il va accorder cela à Abraham, qui va avoir les premiers signes de vieillesse de l'histoire du monde. Donc, revenons à nos moutons. Pourquoi ils n'ont pas précisé pourquoi ça ils ont la fête d'allaitement? Pourquoi ils en parlent maintenant? Alors c'est ça, ils l'ont précisé à la fête d'allaitement, ils ont dit que Abraham et Yitzhak c'était la même tête, du coup les moqueurs ont arrêté de se moquer. Mais maintenant, les rieurs sont revenus à la paracha Toldat parce qu'ils se sont dit mais c'est pas possible. On a Esav, un rachat, je mets bien des guillemets parce qu'on va expliquer c'est quoi la mahala de Esav. C'est pas possible. Abraham, un tzaddik. Yitzhak, un tzaddik. Yitzhak, il a un fils rachat. Ah, on avait tout faux. C'est le fils d'Avimelech. En fait, il tient ça de son grand-père Avimelech. Et non, on nous rappelle par Parashat Toldot dès le début. Rappelle-toi que Yitzhak, c'est le fils d'Abraham. Pour te rappeler qu'en vérité, non, non et non. On contrecarrait le sujet. Abraham est bien le père d'Yitzhak. Donc c'était, et aussi du coup pour appuyer les mots, on nous dit en vérité, Esav tenait de qui? De Lavan, son oncle. D'ailleurs dans les Shidduchim on dit souvent, quand on va choisir une fille, regardez ses frères parce que vous savez comment vont sortir vos enfants. Donc on regarde bien les frères. Donc Esav tenait de son frère Lavan, tenait de son oncle Lavan. Bref, on avance dans tout cela. On a compris un peu de pourquoi du coup la paracha commence comme ça. Et maintenant une deuxième question que je me suis posée, c'est, vous savez, Sarah, quand elle a vu qu'Ishmaël avait une mauvaise influence sur Yitzhak, vous connaissez toute l'histoire, elle l'a chassé. Alors pourquoi Rivka, comme une bonne échetraïl, elle n'est pas partie voir Yitzhak? Elle lui a dit, Yitzhak, mon chéri, viens on fait un point chinour, un point éducation. Tu sais, Esav, c'est notre fils, mais il mérite pas les brachot. Pourquoi elle a dû faire preuve d'intelligence comme ça, faire une petite entourloupe à son mari? Elle aurait pu lui dire carrément, tu sais, chérie, les brachot, je pense pas qu'elles soient faites pour Esav. Vaut mieux que tu les donnes à Yaakov. On est d'accord? Au lieu de tout. Mais Sarah et Ishmael, c'était pas son fils. Ok. Mais là, elle aurait pu ne pas juste le mettre bye bye à la porte. Elle aurait juste pu dire à son mari, je pense que le vrai Kelly, le vrai réceptacle pour ces brachot là, ça devrait être Yaakov, c'est un tzaddik. Yitzhak, il voyait pas. Je fais une préférence devant l'un à l'autre. On va approfondir, c'est une bonne réflexion que tu fais, mais tu vas voir qu'en vérité une mère elle abandonne jamais son enfant, ou en tout cas elle a des remords jusqu'à là. Donc en vérité Rivka c'était pas mauvais ce qu'elle va faire, et c'est vraiment sur ce point là que on va développer. Mais juste il faut savoir que Yitzhak il était malvoyant parce que les femmes d'Ishmaël, de Esav, elles faisaient de la vodazara. Du coup avec les encens ses yeux ils avaient été abîmés, affaiblis. Et deuxième chose aussi, les larmes exactement de l'ange au moment de la Kedat Yitzhak. Donc Yitzhak ne voyait pas bien. Donc au moment où il dit à Esav, s'il te plaît, t'as vu quelle beauté, une petite chouquette d'amour. Du coup au moment où Yitzhak appelle Esav pour lui dire viens, je vais te donner les brachot. Et que l'autre il part faire sa chasse, et que Rivka qui entend tout ça, elle dit allez viens Yaakov, c'est toi qui mérites les brachot. Attention le mot mérite parce qu'on va voir exactement pourquoi c'est Yaakov qui a eu les brachot selon Rivka. Elle va l'habiller du poil de chevreau, elle va lui donner un plat et il va aller chez son père et c'est lui qui va avoir les brachot. Il faut savoir que du coup ma question c'était pourquoi elle n'est pas partie voir directement Yitzhak. En vérité, Rivka, elle avait Ruach HaKodesh. Elle savait que son fils, Esav, et là est la grande particularité. Ce cours-là, mon mari l'a donné il y a 1 an au bureau de ton mari. Et du coup, quand je lui ai fait, il m'a dit, mais je le connais déjà ton cours. Et lui, t'avais adoré. Du coup, en fait, Rivka, elle avait vu que Esav, il avait des grandes forces. Mais des grandes forces dans un mauvais Kéli, dans un mauvais corps. Dans ce corps-là, il était trop limité pour ces forces-là.
Ces forces-là viennent du monde de Tohu, un monde avec énormément de lumière qui n'a pas pu tenir et que d'ailleurs il y a eu des Nitzotza de Gdusha qui sont partis dans toute la terre et que nous aujourd'hui on doit les élever ces Nitzotzot-là. En faisant des Nitzot, on ramène ces étincelles de Gdusha. Maintenant, Rivka a vu ça, elle a dit je sais ce que je vais faire. Je vais donner les brachot dans les mains de Yaakov et Yaakov ça va être le premier shliach de l'histoire. Il va devoir aider son frère à faire teshuva, à revenir dans le chemin d'Hachem. Et d'ailleurs, Parashat Vaishlach, quand Yaakov revient de chez Lavan, il voit son frère Esav et qu'est-ce qu'il lui dit? Im Lavan Garchi. C'est quoi Gematria? Shasa Mitzvot Asiti. Les 613 mitzvot, je les ai gardés. Et quant à toi, est-ce que tu es prêt maintenant pour Mashiach? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as fait tes shuvas? Peut-être que ça y est, c'est le moment de... En vérité, les deux, c'était des tzadikim. Les deux, ils avaient des grandes forces. Les deux, ils venaient des parents tzadikim. Mais parfois, je vais vous donner un machal très concret. Dans la vie de tous les jours, on peut avoir un enfant que pour lui, la yeshiva, elle n'est pas faite. Ou une école trop religieuse, c'est pas fait pour lui. C'est pas que l'enfant est mauvais. C'est pas que l'enfant, ça va être un mauvais juif. Mais c'est juste qu'il peut... L'encadrement n'est pas fait pour lui. Il va être trop fermé ou il va pas être à son aise. Et bien là, c'est l'idée des sages. L'idée de se dire que peut-être parfois, il y a un modèle qui n'est pas fait pour chaque enfant. Ce modèle-là de Yaakov le tzaddik, c'était pas fait pour Esav. Esav, ça se trouve qu'il avait encore plus de force. D'ailleurs, on dit que personne, jusqu'à nos jours, et même Rabbi Yochanan ben Dosa, non, Rabbi Hanina, n'a pas respecté ses parents autant que Esav. Esav, c'était la force absolue du respect des parents. Donc en vérité, chacun a des korotes, chacun a des malotes, chacun a des forces, chacun a des potentiel. Voilà, un potentiel, exactement, c'est le mot. Chacun a un potentiel, mais c'est pas pour cela qu'on doit l'utiliser de la même manière. C'est pas pour cela que la façon d'éduquer Moussia, ça va être la même façon qu'éduquer Elimelech, pas du tout. Parce que chacun est différent. Et d'ailleurs, une fois, il y a une femme qui est partie voir le rabbi, elle lui a dit, voilà, moi j'ai eu 11 enfants, et qu'est-ce qui me fait pas subir le 11e, le petit dernier, c'est très très dur. Et elle dit quoi au rabbi? Elle lui dit, pourtant, les 11, je les ai éduqués de la même manière. Elle a dit, là est l'erreur. C'est pas la même éducation qu'on doit donner à un enfant. Chaque enfant est différent, chacun a son potentiel, chacun a son petit monde qui va se construire différemment. Un, il va aimer les pâtes pour les choses matérielles, on peut voir ça. Un, il va aimer les pâtes et l'autre pas du tout. Je déteste les pâtes, j'aime que les pommes de terre, maman. Donc pareil, dans la Torah, parfois il y en a un, il va exprimer son amour en Akadosh Baruch Hu en chantant des chansons. Il va pas faire son Aleph Bet tous les jours. J'ai du mal. Moi, je prends ma fille tous les jours et je dis pas allez, Khaya, moussia un peu d'Aleph Bet. Non, non, non. Et pourtant, c'est la première le soir avant d'aller dormir, elle met sa petite musique d'Aleph Bet et elle chante Aleph, 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 Bet, Bet. Chacun a sa manière d'apprendre, chacun a sa manière de grandir, chacun a sa manière d'évoluer. Et c'est là tout le message de Esav et de Yaakov. Les deux, ils avaient un grand potentiel. Mais le potentiel était proportionné à son corps, Yaakov, et l'autre, la lumière était tellement gigantesque qu'en plus, si tu lui rajoutes les brachot, Rivka, la maman, celle qui peut pas, elle aime ses enfants, c'est le fruit de ses entrailles, elle a vu que s'il recevait les brachot, c'était les brachot, elle était dans des mauvaises mains. Donc c'est pour ça qu'elle a dit, vaut mieux que ça soit Yaakov qui garde ses belles brachot et qu'il ait une hashpa. D'ailleurs c'est ça toute la mission des Bnei Israël, c'est d'avoir une hashpa, d'avoir une, comment on dit hashpa, une influence exactement sur les Umot HaOlam, sur les autres nations. Et d'ailleurs, de Esav va sortir qui? Rabbi Yochanan ben Dordaya. En tout cas un Tana. Je crois aussi Shaoul. En tout cas, plusieurs personnes qui se sont converties vont descendre de Esav. Pourquoi? Parce qu'il avait des forces. Il ne faut pas négliger qu'il avait des forces, qu'il avait du mérite, il avait une grandeur. Et d'ailleurs, ça va devenir des tzadikim, des gdoléadors. Pourquoi? Parce qu'il avait cette force-là. Donc chacun d'entre nous a des forces. Chacun de nos enfants ont des forces. Maintenant, à savoir comment les diriger, comment les orienter, comment leur mettre les bonnes personnes autour d'eux. Une copine qui va savoir quoi lui dire, une école qui est apte.
Parfois, on met des enfants jusqu'à Yeshiva Gdola, jusqu'à Kita Yudbet, comme ça, à la Yeshiva. Et en fin de compte, on s'est dit, oh zut, je lui ai perdu son temps en fait au petit. Parce qu'il a rien appris, il s'est fait renvoyer 10 fois de la classe. Ça a servi à quoi? Peut-être que je lui fais passer le bac et ça va devenir un génie. Et qu'au contraire, il va pouvoir aider d'une autre manière ceux qui étudient toute la journée, imaginons l'école allemande, etc. Peut-être que c'est comme ça. Ou au contraire, des parents qui obligent leurs enfants à faire des études alors que le gosse, il rêve de s'asseoir étudier toute la journée, il rêve. Il y en a qui n'ont pas ces capacités, il y en a qui n'ont pas la force de rester devant un livre toute la journée. Toi, ton fils, il a la force, pourquoi tu vas l'empêcher? Parce que tu as peur de sa parnassa. Alors tu crois en qui? Tu crois en qui? Venez, on se pose la question, en qui je crois? Emouna, bitachon, geoula, c'est quoi ça? J'ai la Emouna, je crois. J'ai le bitachon, je suis certaine. Et j'ai la geoula, aleph, bet, gimel. La geoula, c'est quoi? C'est la délivrance. La délivrance pratique, on ne parle pas encore d'une délivrance amen, alvaï, la délivrance klali de tout le monde. Mais là, une délivrance pratique, c'est quand j'ai compris que tout mon monde, je pense que parce que je vais appeler la dame, alors c'est grâce à elle que je vais avoir ta. Non. Bien sûr qu'il faut faire un kéli, bien sûr qu'il faut faire un réceptacle. Mais en vérité, ça a déjà été prévu, ça a déjà été vu, ça s'est déjà été dans les plans d'Akadosh Baruch Hu. Donc moi, je suis là, je fais que mon kéli. Je suis juste le petit tuyau d'Hachem. Comment j'éduque mes enfants aujourd'hui? Comment je fais ma ishtadlout, mon effort matériel pour que vraiment ma vie elle soit pertinente, ma vie elle soit remplie vraiment de choses qui se créent, de choses qui avancent, des choses qui... Et c'est vraiment le message de cette paracha, de se dire on a deux potentiels, on a deux manières de voir la vie. En tout cas, le but est le même, c'est prendre ce potentiel et l'utiliser de la meilleure manière. Lui mettre des gdarim, lui mettre des limites, lui mettre un cadre qui est apte et qui peut recevoir. Parfois, je faisais un petit exercice avec mes élèves. Je leur disais, regardez la lumière d'un téléphone. Je prends ton téléphone. Je mettais le flash comme ça. Et je leur dis, vous voyez tout le flash? Très bien. Je couvre. Est-ce que vous le voyez encore, le flash? Et je le couvre, et je le recouvre, et je le recouvre, et je le recouvre, et je le recouvre, jusqu'à que la lumière, on ne la voit pas. Ok? Est-ce que pour autant, la lumière, elle a été éteinte? Non. C'est pareil avec le potentiel. Le potentiel, parfois, il est juste caché. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'existe pas? Est-ce que ça veut dire que la neshama, elle n'est pas? Non. On a toute une neshama. On a toute cette étincelle divine qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis. À nous, on a entre les mains d'enlever. Et comme on avait dit avec Jessica, ne pas avoir peur du regard des autres. Ne pas avoir peur du regard des autres. Je me regarde au miroir et je dis, je suis fière de qui je suis. Et j'ai pas honte de ramener de la lumière dans le monde. Alors quoi? Je dois être fière quand les gens qui sont fiers aujourd'hui, c'est les gens qui vendent de la drogue et qui, je ne sais pas quoi, font des détournements et je ne sais quoi. Non, aujourd'hui, je dois être fière de qui je suis. Je dois être fière de mon réel intérieur, me connecter avec moi-même, voir les forces que j'ai et les utiliser à bon escient. Ça, c'est le message de notre paracha de Esav et de Yaakov.